produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Au tout début de l'été, on s'était interrogé dans ce podcast sur les biais de l'intelligence artificielle, sur la façon dont ces machines, ces logiciels, supposément plus neutres que nous autres humains, étaient en réalité grignotés par les mêmes travers racistes, sexistes, homophobes. L'actualité vient tout juste d'en apporter une nouvelle preuve avec les petits soucis qu'a connu Twitter en cette rentrée, lorsque, preuve à l'appui, il a été démontré que son système de sélection d'images avait un tout petit peu tendance à préférer les visages blancs aux visages noirs. Le réseau a promis de corriger la chose et a admis avoir un problème, c'est déjà ça de prix. Et nous, ça nous a donné envie de vous faire réentendre l'épisode qu'il y a quelques mois nous avions consacré à toutes ces questions. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B. I picked that paper up and hold it next to my face. And I said, "This is not me." I'm like, "I hope y'all don't think all black people look alike." And then he says, "The computer says it's you." Notre invité pour en discuter à l'époque, c'était Christophe Prieur. Il est docteur en algorithme, sociologue du numérique et des données à Télécom Paris. J'avais commencé par lui demander comment se mettaient en place ces fameux biais au sein même des algorithmes. La technique qui fait que maintenant on parle énormément d'intelligence artificielle depuis quelques années, c'est surtout avec le décollage des réseaux de neurones. Ce que font les réseaux de neurones, c'est qu'ils s'appuient sur plein d'exemples, des milliers, des millions d'exemples, et en s'appuyant sur ces exemples-là, ils s'adaptent. Donc, on a plein d'exemples de photos qui contiennent un visage et de photos qui contiennent pas un visage. Et donc, sur ces plein d'exemples, les réseaux de neurones, ils analysent les différentes composantes de l'image, et à la fin de cette analyse, ils regardent, OK, est-ce que ce qu'on savait sur l'image, la connaissance a priori qu'on avait sur l'image, c'est-à-dire il y a un visage ou il n'y a pas de visage, est-ce que oui ou est-ce que non? Et puis, si c'est oui, alors il revient en arrière sur les différentes analyses de cette image, et puis sinon, alors il adapte les paramètres d'analyse de cette image. À partir des différents exemples qu'il a vus, il fait une prédiction, et en fonction de la réponse qu'on lui indique, il dit « Ah, mes prédictions, elles étaient bonnes, elles étaient pas bonnes, etc. » Donc, un des éléments les plus évidents qui sont mis en avant quand on parle des biais des algorithmes, c'est la base d'apprentissage. C'est-à-dire sur quoi l'algorithme s'est appuyé, sur ces millions d'exemples. C'était quoi ces millions d'exemples? Donc l'exemple classique, c'est si l'algorithme il s'appuie sur des visages de blanc, il saura pas bien travailler sur des visages de noir, parce que ça n'a absolument rien à voir pour la manière dont il traite l'image, quoi. Parmi les autres exemples qui ont été beaucoup mis en exergue sur cette question des algorithmes, je sais pas, prenons Parcoursup. À 3 semaines seulement de la rentrée, 66 000 bacheliers ne savent toujours pas où ils iront en septembre. Parcoursup devait pourtant être la réponse du gouvernement pour mieux orienter les lycéens vers l'université. Certains risquent même de se retrouver sans rien du tout dans quelques jours à peine. En tout cas, cette semaine, la plateforme a connu de nombreux bugs, avec notamment la saturation des serveurs et des candidats qui étaient placés tout en haut de la liste d'attente, avant que la plateforme ne les descende tout en bas de la liste. C'est plus Parcoursup, c'est Pôle emploi Sup, oh là! C'est pas de l'intelligence artificielle, là, c'est des procédures opérées par des humains et qui sont très classiques. Et simplement, là, dans la manière dont Parcoursup avait été organisé, on a explicité cette notion d'algorithme en disant, chaque établissement va appliquer un algorithme, c'est ce qu'on appelle les algorithmes locaux. Chaque établissement, il a sa propre procédure. Quand on dit un algorithme, du coup, ça veut dire qu'on explicite plein de paramètres, alors que si on disait, c'est le responsable de la formation qui va regarder les dossiers et qui va dire oui, non. Alors évidemment, il a des critères, mais ces critères, ils vont pas toujours être objectivés par quelque chose qui tient dans une description très très formelle. L'autre fait d'expliciter l'algorithme et de dire, c'est un ordinateur, c'est une procédure automatisée qui va appliquer le choix, le filtre, le classement. Alors, ça veut dire qu'on met des paramètres dedans. Les biais de la personne qui entre les éléments dans l'algorithme vont être là. Ça, c'est les biais de la personne qui va fixer les paramètres. Mais en fait, les biais, il y a aussi d'autres biais. C'est les biais de la personne qui a conçu l'ensemble du système. C'est-à-dire que au moment où le responsable de la formation doit dire je vais entrer mes paramètres, en fait c'est des cases dans un
tableur Excel ou des champs dans un formulaire, on n'a pas la main sur le formulaire, sur comment est constitué le formulaire. Et là, c'est les biais des personnes qui ont conçu. Donc, il y a toute une chaîne de biais dans les algorithmes qui sont les personnes qui conçoivent un système ne sont pas forcément les personnes qui vont l'utiliser. Et parfois, on dit, tiens, en fait, ça, c'est les biais des personnes qui ont utilisé le système. Alors qu'en fait, déjà au départ, il y avait les biais des personnes qui l'ont conçu. Ce qui, moi, m'étonnera toujours, c'est qu'on prête à la machine, justement, enfin, je dis la machine au sens très large pour englober tous ces différents éléments techniques que peuvent être l'algorithme, l'intelligence artificielle, qui sont des choses assez différentes finalement, mais on prête à la machine, du coup, du fait qu'elle soit une machine, une forme de pensée objective, en tout cas de positionnement objectif, qui fait que justement, elle est censée être débarrassée des biais, comme si on évacuait le paramètre humain de l'histoire. On n'a pas envie de le voir. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé d'objectiver et pas objectif, parce qu'il y a un malentendu sur ce terme d'objectif. Objectif, c'est quoi ? Il y a un objet. Il y a un objet qui dit, voilà quelle est la mesure. Cet objet, il peut venir avec énormément de biais. L'objectivité, elle veut pas dire que c'est la vérité absolue. Imaginez par exemple, alors j'ai une collègue qui travaille sur la gestion de crise avec les pouvoirs publics. C'était au moment de l'Euro, un truc de foot. Elle était dans une cellule de crise et observait comment travaillaient les personnes qui supervisaient l'organisation de la sécurité autour du Stade de France et dans la fan zone sur le Champ de Mars, je sais pas quoi. Il y avait des capteurs pour mesurer combien de personnes. Alors la fan zone était limitée en nombre de personnes qu'on pouvait accepter. Donc là, on peut dire, c'est un critère objectif. Les capteurs, ils disent combien de personnes il y a, et donc si on s'appuie sur ce critère objectif, ça faisait un quart d'heure que le truc avait commencé. Les chiffres indiqués par les capteurs étaient complètement délirants par rapport à ce que disaient les personnes sur le terrain. Le critère, il est objectif. Le critère objectif, c'est pas le nombre de personnes présentes sur le terrain. Ça, c'est une espèce d'idéal qu'on essaye d'atteindre avec et des appareils de mesure et des gens sur le terrain et des procédures, quoi. Le critère objectif, c'était le nombre indiqué par le capteur qui est positionné à tel endroit. Si le capteur, il déconne pour une raison ou une autre, le nombre objectif, la valeur objective, elle est tout simplement aberrante. Donc l'objectivité, c'est ça. L'objectivité, c'est je m'appuie sur des objets, et ces objets, ils ont des biais dans leur conception, ils ont des problèmes dans leur fonctionnement, des problèmes qu'on connaît en général un peu, mais que très souvent, on sous-estime très très souvent dans la conception des systèmes. Il y a vraiment une sorte de croyance un petit peu trop optimiste dans la fiabilité des procédures et des systèmes qu'on met en place. Et à cette croyance s'ajoute, c'est ce que je disais juste avant, le fait qu'on exclut, de fait, pensant la machine capable d'être objective, on exclut les paramètres humains ou on les oublie. Oui, c'est ça. En fait, les paramètres humains, ils sont très très souvent négligés. Un des sujets très chauds du moment sur la science des données, sur l'intelligence artificielle, c'est les biais des algorithmes. Alors, les personnes qui travaillent sur les outils d'intelligence artificielle disent regardez, il y a des biais. Et donc là, on dit ce qu'il nous faut, c'est des informaticiens qui vont travailler sur les biais. Alors qu'en fait, les biais, effectivement, c'est des problèmes qui viennent de la manière dont les outils sont conçus, la manière dont les outils sont utilisés. Et donc, ce dont on a besoin, c'est d'étudier les facteurs humains, c'est d'étudier les humains. Et étudier les humains, c'est un métier, ça s'appelle la sociologie. Donc, c'est assez marrant, c'est assez ironique parce qu'il y a 15 ans, le big data s'est développé. J'ai participé au développement du big data. On arrivait, on disait, regardez, on va pouvoir faire des trucs avec ces millions de données qu'on a, on va dire des choses sur les individus. Et alors, les sociologues disaient, oui, mais il y a des biais avec ces trucs-là. Ils disaient, mais oui, c'est vrai qu'il va y avoir des biais, donc il faut faire attention. 10 ans plus tard, les informaticiens arrivent et disent, vous savez quoi, tous ces algos, ils ont des biais. Et vous inquiétez pas, on est là, on va s'en occuper. Donc il y a un truc un petit peu ironique là dans ce mouvement-là. Et ce que je trouve d'autant plus ironique, c'est que la solution que proposent les informaticiens, c'est de dire on va recruter des informaticiens qui vont s'occuper des biais. Et ça, c'est vraiment le truc. Alors moi, j'ai fait le saut, quoi. Je me suis rendu compte que c'était un peu absurde, sans vouloir ramener le truc à moi, mais je me suis rendu compte que c'était absurde et que étudier les gens qui utilisent des trucs et qui les conçoivent, c'est un métier, quoi. Ce dont a besoin l'intelligence artificielle maintenant, c'est des sociologues qui étudient comment ces systèmes-là se construisent. Et qui étudie aussi, et c'est sans doute un des aspects les plus
pour l'instant inquiétant, la manière dont non seulement les machines ont des biais, mais elles peuvent aggraver les biais, c'est-à-dire qu'elles les entretiennent et les renforcent. On a vu le cas de cette personne qui avait été identifiée faussement par une IA parce qu'elle s'était trompée sur son visage, parce qu'elle n'était pas capable de faire la différence entre deux visages noirs. On a eu aussi le fameux exemple qui a beaucoup tourné de une photo de Barack Obama qui était pixelisée et que l'IA reconstituait sous la forme d'un visage blanc. On a tous ces exemples qui nous montrent que non seulement l'IA, les algos arrivent avec des biais, mais aggrave les biais des autres, et les biais des humains notamment. Les aggraver, je sais pas. Disons que c'est plutôt... ça a au moins l'avantage de mettre le doigt sur des choses qui sont là et qu'on a trop tendance à oublier. Je suis pas sûr que ça les aggrave. Là où ça devient problématique, c'est à quel point c'est négligé cette vision-là. C'est à quel point on oublie et on ne veut pas voir, quand on met en place des systèmes comme ça, on ne veut pas voir le fait que les systèmes seront défaillants de toute façon. Ils seront toujours défaillants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça va foirer, c'est-à-dire souvent? On est tellement toujours dans mettre en avant le succès et dire on ne peut pas mettre en avant le fait que il y aura des problèmes. Enfin, on peut pas. On devrait pouvoir. Je pense que ce serait vraiment quelque chose qui serait très louable pour une personnalité politique qui prend une décision courageuse de dire bon là. On sait, on peut pas avoir la certitude absolue, mais on a aussi l'expertise scientifique de dire, on sait aussi quoi faire dans les cas où le système déraille. Et donc, on met en place une procédure et on met aussi en place tout ce qui l'accompagne et qui permet de dire, toutes les fois où ça va dérailler, ce sera prévu, ce sera prévu. Moi, surtout, ce que ça me fait me dire, c'est, en fait, on a déployé toute cette techno autour de nous, toute cette IA qui n'est pas juste expérimentale dans des labos avec des chercheurs qui testent des trucs, mais c'est dans des domaines cruciaux, importants. En fait, ça a des implications très concrètes dans nos vies parce que cette techno, elle est déjà présente et elle a été déployée sans trop de précautions, notamment de ce point de vue-là. Un très bon exemple, c'était Stop Covid. Je sais plus, dans quel contexte Cédric O a dit ce truc, si c'était une déclaration publique, si c'était un texte qu'il a écrit pour l'Assemblée, pour je sais pas quoi, ou je sais plus. Je me souviens de ce texte dans lequel il expliquait à quel point toutes les précautions avaient été prises et que vraiment s'opposer à ce projet Stop Covid, c'était presque criminel, Et en fait, dans tout ce qu'il écrivait et toute la discussion sur Stop Covid, toute cette dimension de la gestion de l'erreur, en fait, tout avait été passé sous silence. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui se passe quand l'appli elle se trompe? Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas une réponse. On peut pas dire, c'est pas grave. Enfin, c'est juste. Oui, non, la personne ira se faire tester et puis voilà. Qu'est-ce que ça? Oui, mais en fait, la mise en place de ce système. Sans parler de la question de l'habituation à un système de surveillance, en parlant, ça fait partie des éléments. C'est-à-dire que rendre de plus en plus acceptable un système de surveillance, ça fait partie des conséquences qui doivent être envisagées. Alors, je comprends bien qu'un ministre a tout intérêt à pas attirer l'attention là-dessus, mais c'était vraiment frappant de voir le déni, entendre un ministre dire non, mais il n'y a pas de problème. Ok, c'est la défaite de la pensée, Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, il y a un paradoxe, moi, qui me frappe dans tout ça, c'est que d'un côté, il y a une espèce de réification de la machine qui fait que la machine, elle sait. Donc, elle sait de toute façon, donc elle peut pas se planter, elle peut pas se tromper. C'est pas possible, parce qu'elle est censée être intelligente, la machine. Et en même temps, il y a ce côté, cette espèce de peur dystopique d'une intelligence artificielle dont on perdrait le contrôle. Et à chaque fois, ça exclut le paramètre humain et ça exclut complètement le fait que, en fait, c'est pas la machine qui se trompe, ou c'est pas la machine qui sait tout, c'est pas la machine qui ceci, qui cela, c'est les humains derrière, c'est les humains qui la conçoivent. Et la machine, elle n'est pas du tout capable d'être plus intelligente que nous, parce que de toute façon, elle ne dépend que de notre intelligence à nous. Oui, c'est ça. Alors, merci de souligner ce point-là. Il y a en fait deux camps un peu extrêmes, l'utopie et la dystopie. Et en fait, pour moi, les deux sont un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire il faut jamais négliger, effectivement, comme vous le disiez, le facteur humain, pas seulement dans les personnes qui utilisent ces machins-là, mais derrière, c'est-à-dire les gens qui mettent en place ces systèmes-là sont aussi faillibles, ont aussi une conscience.
et se disent tiens, mais en fait là ce que je suis en train de faire c'est moche, et puis parfois se dire ah tiens, mais de là on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus sympa, on aurait telle fonctionnalité qui permet de faire ci et ça. Facebook n'a pas été mis en place pour vendre les données des utilisateurs à des trucs de pub. Ça s'est déployé parce que les gens communiquaient, échangeaient des blagues, retrouvaient leurs anciens amis, etc. Bon, la technique, elle se déploie pas seulement pour faire du mal, elle se déploie pas seulement pour faire du bien, elle se déploie pour plein d'autres choses. Et puis, surtout, le projet initial d'un dispositif technique, il est souvent très décalé par rapport à ce qui va en sortir. Et ce qui va en sortir, ça va évoluer vers du mieux et vers du moins bien, quoi. Oui, puis il y a une forme de facilité intellectuelle ou de paresse à se dire de toute façon c'est la faute de la machine, ou c'est la machine qui contrôle, ou c'est de tout faire reposer justement sur quelque chose qui ne serait pas humain. Il y a une forme de facilité à se dire du coup c'est pas trop de notre faute. Finalement, si ça déconne ou si ça crée des biais, si ça entretient des biais, c'est pas trop de notre faute finalement, puisque c'est la machine, elle est con la machine, c'est de sa faute aussi. C'est une manière aussi d'exclure notre responsabilité d'humain, soit d'usager, soit de créateur, de concepteur de l'équation. C'est vrai. J'ai souvent en tête cet exemple d'un guichet avec une personne en face qu'on considère comme abruti fini et qui nous dit bah non, la machine veut pas. Mais je trouve que cette image, elle marche assez bien dans plein de situations. Et pas mal de discours peuvent se réduire à ça. En fait, oui, si la machine veut pas, effectivement. En fait, je sais bien que c'est pas la machine en vrai et qu'il faudrait aller voir, etc. Mais tu m'emmerdes, j'ai autre chose à faire. Et donc, la réponse, elle est tellement facile de dire oui, bah, c'est le système, c'est la faute au système. Oui, tu sais, bah, je sais bien, moi aussi, hein, mais tu sais comment c'est. Et je pense qu'à chaque étape de ces trucs-là, on doit pouvoir dire non, mais allez, ok, je sais que t'as la flemme, t'as pas envie, etc. Mais ok, il faut quand même mettre des grains de sable régulièrement et dire non, mais le truc il changera pas. Si vous voulez. Alors c'est usant en même temps de sans arrêt se battre. Enfin, on peut pas non plus tout le temps se battre contre des moulins à vent, mais rien que de distiller cette idée-là que ben non, c'est pas une machine, c'est des humains, c'est des décisions, et les décisions ça se change, ça s'influe. On n'est pas toujours obligé de faire de l'excès de zèle par rapport à des procédures qu'on considère absurdes. Les procédures, c'est des humains derrière, puis ça se change, quoi. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est éviter que ces débats sur les défauts et les voies d'amélioration des machines nous empêchent de nous poser des questions sur l'installation et la raison d'être de ces technologies de plus en plus invasives. Merci à Christophe Prieur pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.